On a décidé, en regardant un peu en arrière tout ce qu'on faisait depuis tout le temps, là aussi de partager avec tous les collaborateurs ces valeurs et cet engagement. Et finalement, on a décidé de créer une fondation, la Fondation Poma, de manière à ce que, alors elle reste à mettre en forme sous ses aspects et dans la manière dont on va le travailler, on va continuer à le travailler avec les collaborateurs, mais ça nous a paru important là aussi, en termes de congruence, de finalement mutualiser un certain nombre de savoir-faire qu'on faisait partout, de manière différente, en Colombie principalement, avec vraiment un investissement de la filiale colombienne qui était très fort. Et donc on reparlera de la Fondation Poma, et je pense que c'est un beau projet pour l'entreprise, et ça fait plaisir à tout le monde. On a été très très bien reçus dans tous les premiers ateliers. C'est bien ça, Delphine. Voilà, je pense que de mon côté, moi je vais peut-être arrêter un peu, je te redonne la main. On a aussi à remercier Christian qui va poursuivre avec nous dans le conseil de surveillance ton accompagnement. Donc merci Christian de continuer à nous aider. Et puis Fabien, je te laisse continuer et parler de notre idée de communication et d'ambiance. Je vais reprendre ton micro qui marche beaucoup mieux. Donc, on a une nouvelle baseline, comme vous pouvez le voir, et en fait, vous avez bien compris qu'on transporte des gens, we move people as we say in English. On est vraiment dans une solution de transport. On est dans une approche qu'on a voulu refaire au niveau de notre communication, c'est de vous montrer un autre visage aussi, et démontrer des visages, et montrer des gens qu'on transporte. Et donc on a décidé de réadapter notre charte graphique et notre communication. Vous voyez sur ce stand des visuels qui sont différents, avec Ma montagne autrement, avec des hommes, du câble. Et donc on est vraiment dans cette nouvelle axe de communication qui est aussi de montrer les usagers finaux qui vont utiliser notre solution de transport. Donc voilà notre nouvelle baseline qu'on vous a annoncée, c'est Créons du lien, et en anglais c'est A Connection We Share. Donc voilà notre nouvel positionnement de marque. On a dû faire une introscription sur qui on était, Poma, d'où on venait, où est notre histoire, où allons-nous. Et en tout cas c'est comme ça qu'on a essayé de retranscrire ce message de transporter des gens, de créer du bonheur, que ce soit dans des solutions de transport pour nos montagnes françaises ou éloignées, dans des applications touristiques, et bien sûr dans des solutions de transport urbain d'autre côté de la Terre, ou bien sûr, comme c'est chez nous aussi, avec nos projets de transport urbain. Voilà, en tout cas, on ne va pas en faire plus, et vous pourrez le découvrir au fur et à mesure de nos différents supports de communication. Un nouveau Poma Link qui est adressé à nos clients est disponible sur le stand. Vous pouvez le voir, c'est devenu une nouvelle identité visuelle, et on va remettre au fur et à mesure nos différents supports de communication au goût de notre nouvel axe et notre nouvelle design. Merci. Voilà, et je ne voudrais pas louper l'occasion peut-être de reparler aussi de ce qui est finalement la construction de l'avenir. Pour avancer, il faut toujours être en déséquilibre. Le déséquilibre, c'est toujours chercher quelque part à se surpasser. La notion de la créativité est importante, et pour arriver à ce qu'on appelle l'innovation, qui est finalement de la recherche et du développement abouti, on met beaucoup de moyens. Et je pense qu'aujourd'hui, là encore une fois, il y a des choses qui se voient et d'autres qui se voient moins bien. On a parlé du digital, et donc là c'est l'innovation dans l'accompagnement de nos clients. Mais il y a aussi une recherche forte autour de ce qu'on appelle le direct drive, en particulier ces nouvelles motorisations qui nous permettent d'être beaucoup plus efficaces, de ne pas transporter de l'huile, de faire moins de bruit, de consommer moins d'énergie. Aujourd'hui, c'est une réalité. On est devenu vraiment en avant-garde sur ces nouveaux modes de fonctionnement qu'on installe tout autour du monde avec des puissances inouïes. Et là, on sent un peu d'ailleurs, comment j'allais dire, la stratégie au niveau technologique avec les éoliennes, puisqu'on est un peu dans le même monde de support de moteur, de consommation électrique, etc., qui nous permettent aujourd'hui de mutualiser tous ces effets de recherche, en l'occurrence. Et puis, dans les nouveaux moteurs, juste un exemple, ça a été fait à Courchevel, par exemple, l'année dernière. On a été capable de garder toute la chaleur dégagée par ces moteurs pour chauffer tout ce qui est la partie restauration de la gare de la télécabine sur l'Ariandaz à Courchevel. Donc voilà, cette volonté quelque part finalement d'intégrer et de respecter le monde qui nous entoure en tirant tous les partis et en étant le plus propre possible.
Je sais que demain, on va parler de projets de la station du futur. Ce qui est aussi important pour nous, c'est de faire en sorte que la montagne elle soit aussi accessible l'été. Et on a énormément travaillé depuis 2 ans sur comment on peut faire rapidement des chantiers sans avoir à polluer, entre guillemets, tous les touristes qui se promènent sur les chemins avec la poussière des camions, avec le bruit des hélicos, où on a fait des chantiers qui sont maintenant très rapides. On a démontré par exemple à Lorient qu'on était capable de monter 2 télésièges complets en moins d'1 semaine, béton compris. Ça aussi, ça fait partie de nos engagements pour que la montagne elle soit toute l'année et que ce soit aussi un moment l'été de partager. Alors ça a l'air de rien, mais c'est un gros investissement à l'intérieur de l'entreprise. Je pense que notre objectif, en tout cas, ce dont on doit non seulement être fier pour le moment, mais ce dont on doit être encore redevable demain, c'est de faire en sorte que ça simplifie le travail pour tout le monde et que la montagne soit un vrai lieu d'accueil. On en a besoin dans nos économies. Souvenons-nous qu'on est venu de la montagne, on est né, on la respecte et c'est celle qui doit nous faire vivre. Et voilà, si j'y est ici, c'est pas un hasard, si c'est en Auvergne-Rhône-Alpes, sur la même valeur, c'est parce que nous tous, on fait partie de cette communauté de la montagne et on a envie de la faire vivre. Et si Édouard Philippe est venu, vous vous rappelez, au mois de janvier, inaugurer l'usine, c'était dans le cadre d'un comité interministériel sur le tourisme et je pense qu'on a bien voulu partager ça avec tout le monde. Voilà, de mon côté, j'ai à peu près tout dit. Je vous remercie encore une fois. Et puis, pour être là et puis relayer un peu mon message et notre fierté, on la partage avec vous tous. Juste un dernier point, étant donné qu'on est vraiment sur une logique de créant du bien, je pense qu'il est temps que je vous passe le micro. Et si vous avez des questions, on est là pour y répondre. J'irai le directoire, les équipes commerciales, les membres du conseil de surveillance. Donc je vous laisse la main. Est-ce que vous avez des questions? On est entièrement disponible dans cette agora, nouvelle agora de Poma pour répondre à vos questions et en live répondre. Oui, merci. Vous parlez beaucoup de projets urbains. Alors ma question, ça sera, qu'est-ce qu'aujourd'hui, si vous avez une estimation, ça peut représenter dans votre part de marché? Alors, les projets urbains sont avec un aspect dans le temps qui est complètement différent de ce qui était le monde de la montagne. Christian Bouvier, que j'ai entendu souvent sur ce sujet, explique que en gros, c'est pratiquement 6 fois plus, quoi. Entre la gestation, c'est voilà, là, ce qu'on fait en 6 mois dans la montagne, on fait en 6 ans en ville, etc. Donc c'est des projets qui sont des projets longs. Par contre, ce sont des projets qui sont des projets structurants. Ce sont des projets où effectivement, demain, on va avoir une vraie place et un vrai atout. Pour Poma aujourd'hui, j'ai envie de dire que ça représente peut-être une vingtaine de pourcents des choses au niveau de la construction. Mais c'est parti pour un monde qui s'ouvre demain. Puis c'est un monde qui est différent. Comme l'a dit Fabien, c'est un monde où on réfléchit avec des concessions maintenant, même sur 30 ans. On a parlé de Guayaquil, on n'a pas parlé de Namur en Belgique, etc. Mais où l'acte de construction est un des éléments qui ensuite aussi va donner de l'activité pendant un certain nombre d'années. Donc pour la construction de l'avenir et un avenir vertueux dans le système de transport de la mobilité, Poma aujourd'hui à une vingtaine de pourcents, ça va sûrement monter vers une cinquantaine de pourcents à l'horizon de quelques années. Est-ce qu'il y a de gros projets en France? Alors sur les projets français, vous avez raison, on en a cité un qui était celui de la Réunion, mais il y a celui de Toulouse, qui est donc parti, qui est effectivement avec toute une partie enquête, mise en place, etc. Mais un vrai projet qui est parti entre l'Oncopole, l'hôpital et puis l'université. Il y a un projet sur Orléans qui est en cours de réalisation aussi. En l'occurrence, et puis il y a un certain nombre d'autres projets qui se décident. Alors ils sont dans des phases plus ou moins avancées dans la région parisienne, on en a parlé. Il y en a aussi, par exemple, ici dans la cuvette grenobloise. Donc il y a un certain nombre de projets. Aujourd'hui, clairement, dans toutes les ingénieries, la notion du transport marquable est très souvent associée comme un mode possible en complément d'autres choses dans une intermobilité. Et on a cette chance finalement d'avoir
avoir ces belles références qu'on a pu faire tout autour du monde. On a parlé de Medellin tout à l'heure, Nizhny Novgorod, Taipei, par exemple, et New York, qui est aussi de fonctionnement. Donc aujourd'hui, on est visible et c'est important pour le futur. Juste pour préciser aussi, ce que disait Jean est très important, l'urbain ce n'est pas que finalement la fourniture d'une télécabine. Prenons l'exemple de Saint-Domingue qui sera ouvert au public et qui sera inauguré a priori par le président de la République dominicaine le 14 mai. C'est une très grosse télécabine urbaine pour Poma qui franchit un obstacle, un Rio, et on est sur le point de finaliser un contrat d'ONM. On crée une structure sur place et on va aider à l'opération. Donc les équipes de Michael Fauché travaillent pour structurer une filiale sur place pour pouvoir opérer en accord avec le client la télécabine urbaine. Donc c'est aussi, ça amène de service, de l'opération, des pièces détachées et bien sûr un accompagnement du client dans les projets urbains. Et peut-être aussi on va parler de ces liaisons entre la vallée et les stations, qui sont aussi un des éléments, les fameux ascenseurs valéens. Alors il y a des exemples qui existent déjà, notamment pour Saint-Maurice, notamment à Brique, pour les Nouvelles. Il y a d'autres projets qui sont en cours et qui avancent. Il y a un projet dans la station d'Alpe d'Huez qui est en train de se faire aussi. Donc là, on n'est pas sur du ski, mais on est finalement dans du cheminement à l'intérieur des stations. Vous voyez que le panorama est quand même très très large, là aussi. Il y a visiblement peu de femmes à la direction de Poma. Je voulais savoir si vous meniez des initiatives pour inciter les filles à prendre vos métiers, à exercer vos métiers. C'est Philippe qui va répondre. Oui, parce que comme je chapeaute aussi la RH, je peux en parler un peu plus personnellement. Alors une des grandes évolutions quand même depuis 2 ans, c'est que justement la fonction RH chez nous est féminine. Et c'est pas par hasard. C'est pas par hasard parce que pour avoir des femmes chez Poma, où quand même les 2/3 sont des ingénieurs, ça a été une de mes premières surprises aussi, mais il faut que les écoles d'ingénieurs aient des femmes. C'est un phénomène qui apparaît depuis quelques années. Donc maintenant, on arrive à avoir la conduite de projet, des gens en bureau d'études qui sont des femmes. Mais très très prosaïquement, en fait, il y a quelques années, on n'en trouvait pas. Voilà, donc quand on parle de cette volonté dans la diversité et aussi dans nos équipes, on la trouve maintenant, c'est-à-dire qu'en effet, on a maintenant à Forêt des femmes dans les bureaux d'études, des femmes dans la conduite de chantier. On en trouve aussi à l'international. La patronne de notre concession au Pérou, Viviana Castillo, qui est par là, est une femme. Voilà. Et toute la partie, la numéro 2 de SACMI est en effet, qui est notre atelier de production. Donc là aussi, c'est un métier, autrefois on ne trouvait pas de femmes. On a des femmes, donc on est en progression. C'est vrai que vous faites le tour, mais globalement le tour du salon, vous serez aussi marqué par ça. Et je pense qu'on se différencie un petit peu maintenant, puisqu'en fait c'est un de nos axes importants de diversité. Deux questions, bonjour. Vous avez évoqué l'agrandissement Gilly. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Vous avez relativement peu évoqué le marché de l'éolien. Vous en êtes où? Les synergies avec des Terek Drive, etc. Ça veut dire quoi? De nouvelles perspectives aussi pour l'éolien? Parce qu'on sait quand même qu'en France, aujourd'hui, le marché est encore un petit peu hésitant. Alors il y a 2 choses. Effectivement, sur Gilly à Albertville, donc on avait dit qu'on ferait une extension. Finalement, on lance cet été. Pour apporter encore à l'outil un élément de plus, que toute la notion notamment de la peinture des pièces. Tout notre objectif a été, j'ai vu là certains de nos transporteurs tout à l'heure, de faire en sorte que les flux soient minimisés. Alors c'est peut-être pas bien pour les gens qui font du transport, mais par contre c'est bon pour la planète. Tout notre flux a été fait pour qu'on fasse le maximum de choses au même endroit et qu'on supprime tout ce qui était le cabotage entre les pièces. Donc la peinture, c'est un élément nouveau, c'est un très gros investissement parce qu'on repart sur 3 hectares complémentaires. Donc là aussi, sur Gilly, 3 hectares complémentaires aux 7. Le montant d'investissement, c'est de l'ordre de 2 millions et demi, 3 millions d'euros à rajouter bien sûr au van dont on a parlé en 2005. Vous avez parlé de l'éolienne, alors je vais citer là aussi Christian, parce que Christian est toujours finalement dans le monde de l'éolien, c'est un marché de niche quelque part, et il y a des gros chiens dans la niche là aussi.
Donc c'est pas facile de rentrer dans ce domaine-là. Nous, l'objectif qu'on a voulu, c'est vraiment de rester avec des choses à bonne dimension. C'est des fermes de 5, 6 éoliennes qui peuvent avoir du sens quand localement on peut amener finalement un support qui est beaucoup plus local. Une des grosses difficultés est aussi l'accroche au réseau. Le réseau, c'est au niveau français des lignes à 5000 volts, 15 000 volts, 230 000 volts, etc. Donc c'est aussi, on est en train de travailler sur comment est-ce qu'on peut avoir des liaisons avec le réseau qui soient beaucoup plus efficaces et quelque part moins grandes. Donc on est en train effectivement de travailler là aussi de manière différenciée. Encore une fois, ce qui pour nous était important, c'était deux choses. On a à peu près 450 éoliennes qui ont été mises maintenant autour du monde, donc c'est quand même pas négligeable. Mais c'est vraiment de faire en sorte qu'on profite de tout ça pour à la fois les téléphériques, les télécabines et à la fois l'éolien, et que c'est un vrai sens technologique. En particulier, par exemple, les convertisseurs qui marchent avec ces choses-là, qui ont été développés par le groupe, nous donnent cet avantage d'être beaucoup plus proche de la technique et du coup d'être capable de dépanner très rapidement les choses, que ce soit tous les... Vous savez, pour Poma, on est tout autour du monde, ça tourne 24 heures sur 24 tous les jours, la réactivité est importante, et si on est capable de tenir les 2 derniers mois, par exemple, dans l'APM qui est dans l'aéroport du Caire, on n'a eu aucune panne, 100% de disponibilité les 2 derniers mois. Ça veut dire qu'il faut vraiment qu'on maîtrise toutes ces choses-là, et l'éolien, c'est pour nous aussi une manière, quelque part, de faire du développement avec une haute valeur ajoutée. Il y a ça aussi qui est caché derrière tout ça. À Gilly, on y était, il y a 4 têtes d'éoliennes qui sont en cours de construction, qui vont être livrées en Italie, en Turquie. Donc ça aussi, c'est de la création de valeur en France pour tourner autour du monde, autour de l'éolien. Voilà ce que je peux vous dire sur l'éolien aujourd'hui. Juste sur l'éolienne, toujours sur l'éolienne, Gilly était en partie dédié à cette activité. Aujourd'hui, ça représente quelle part de l'usine? Alors en fait, Gilly, on a dit que quand on a construit Gilly, et ça faisait partie du cahier des charges, avec Philippe, on avait fait très attention, c'est qu'on voulait être capable d'assembler des choses, parce que c'est des gros morceaux, c'est des gros ponts, des plus de 60 tonnes, etc. Enfin, il y a une logistique qui était importante. Gilly, à l'origine, c'est quand même fait pour faire les appareils de remontée mécanique. Donc voilà, je dirais on en fait, si ça doit continuer à se développer, on est prêt pour, mais c'était pas le point de départ clé de la chose. Par contre, on a fait ce qu'il fallait pour pouvoir le faire. Et en mettant les moyens pour y arriver, parce que une tête d'éolienne, quand elle est montée, elle fait 45 tonnes, 50 tonnes, c'est des très gros morceaux. Aujourd'hui, gageons que s'il faut encore agrandir Gilly, on trouvera les moyens si on arrive à vendre de l'éolienne. Mais comme toujours dans le groupe, l'important c'est de gagner de l'argent et d'avoir de la pérennité. On n'a pas 82 ans par hasard. Donc l'idée aussi c'est de faire des choses pour autant qu'elles soient économiquement raisonnables et viables. Pour le moment, au niveau de l'éolien, on n'est pas très attendu. Je pense qu'on est plutôt outsider. D'autres questions? Est-ce que, notamment pour le transport urbain, vous avez des projets probablement secrets d'innovation technologique pour répondre aux besoins des utilisateurs de demain? Parce que notamment en ville, j'imagine qu'en France, on ne pourra pas aussi facilement qu'en Amérique du Sud installer des télécabines. Alors, oui, on ne peut pas tout dire, bien entendu. Par définition, la recherche et développement, il y a un certain nombre de choses, comme je disais au début, qui doivent être regardées avant de devenir une vraie innovation et une création qui marche. Donc, on a des choses en cours. Aujourd'hui, ce qui est intéressant, et ce sur quoi on a vraiment travaillé, c'est comment est-ce qu'avec les techniques qu'on connaît, on est capable d'amener du confort pour nos clients. Et ça, le confort, je prends souvent l'exemple, quand on regarde les TER aujourd'hui et les TER d'il y a 15 ans, le confort pour le passager est complètement différent. On sent bien que si on doit aller au travail, si on a besoin de réseau Wi-Fi, si on a besoin d'être à l'aise dans une cabine où on travaille, ça on l'a fait. Donc
ça c'est un des éléments qui se voit, mais il y a des tas de choses qui ne se voient pas, qui est la disponibilité, c'est-à-dire que l'appareil marche en toutes circonstances, et effectivement là aussi on a énormément progressé dans la manière de faire tous les automatismes, la manière de faire toute l'exploitation, de manière à ce que ces appareils tournent avec le maximum de disponibilité. Je vous ai parlé du Caire, on était 100% pendant 2 mois, c'est quelque chose qui était inimaginable il y a 15 ans. Quand on parle de Medellin, quand on parle de New York, on est aujourd'hui à des disponibilités de 99,97%. Donc ça, c'est pas un hasard, ça se voit pas, mais ça fait partie justement de cette innovation qui aboutit. On pourra voir, je ne sais pas si vous avez mesuré sur le stand CMR, qui est une filiale de Poma, aussi toute cette ouverture sur l'interface homme-machine qui permet aujourd'hui pour tout un chacun d'être beaucoup plus proche de ce qui se passe sur un appareil et d'avoir tout de suite la bonne réaction et bien aider dans la partie opération. Et ça, c'est un des domaines avec l'urbain qui est quand même une nouveauté. Je veux dire, quand remettre une télécabine à Champs-Rousse, les gens savent ce que c'est qu'une télécabine. Quand on arrive dans une ville, on arrive avec un appareil nouveau. C'est très important que tout de suite on ait formé les gens en amont, j'en ai parlé, puis ensuite on puisse les accompagner. Ça fait partie de l'innovation dans laquelle on est vraiment au service du client. On est peut-être moins visible, mais on est sûrement tout aussi important que le reste. Et puis après, demain il y aura d'autres systèmes, on en reparlera. On est en train de travailler ardemment sur de nouvelles technologies, mais ça sera peut-être dans 2 ans. Voilà. Pour vous préciser encore une fois, vous le savez, on l'a redit, mais la répétition est importante. Le Direct Drive, la solution de moteur lent, moteur sans huile, forte, pas d'empreinte écologique, on est vraiment dans du moteur de demain. C'est vraiment un atout dans ces développements de projets pour le monde de la neige, mais pour le monde urbain. Jean vous a parlé, et vous pourrez le voir dans l'Agora cet après-midi, la présentation de Copilot et Loopilot, nos systèmes qui permettent de former les gens et les opérateurs. Ces systèmes-là sont déterminants dans les opérations urbaines. Il est évident qu'une station de ski a déjà connu des transports par câble depuis des années. Un opérateur d'une nouvelle télécabine à Saint-Domingue ou demain à La Réunion ou à Orléans ou à Toulouse, ces gens-là, ces opérateurs, ils ont besoin d'être formés. Et c'est pour ça qu'on a développé une suite logicielle digitale qui permet de très rapidement former les futurs utilisateurs et opérateurs de télécabine. Et puis peut-être un chiffre que j'ai oublié de donner, mais c'est juste pour donner la dimension de ce qu'on fait. On a travaillé dans 90 pays. Aujourd'hui, je crois qu'il y en a 187 ou 97, là j'ai un petit doute, au niveau du monde. Donc on a encore une belle marge de progression, c'est sûr. L'année dernière, on travaillait dans 33 pays en même temps. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui demande une logistique forte. Et puis un autre chiffre qui est toutes les heures, les appareils de Poma transportent 6,5 millions de personnes. Toutes les heures, on transporte 6,5 millions de personnes dans nos installations. Ça montre aussi finalement toute cette obligation qu'on a vis-à-vis de la sécurité et je pense qu'on y passe beaucoup d'attention. Voilà, merci en tout cas, je crois qu'on va peut-être arrêter là, à moins que... Juste ce que je voulais rajouter, on a un catering de très bon niveau, avec des chefs français étoilés, des maîtres fromagers, des maîtres glaciers qui viennent de Corse, la Ligue de Méditerranée. Donc il fait chaud sur ce salon, donc on a prévu pour vous aussi de pouvoir vous ressourcer avec nos glaces, la charcuterie, le fromage et nos glaces. Donc profitez-en. Restez avec nous encore un petit peu si vous voulez. On peut répondre à la volée à quelques questions, à quelques interviews. Et comme je vous disais, d'ici une vingtaine de minutes, nous signerons l'accord de partenariat et de vente d'équipement pour Niseko au Japon. Donc restez un peu avec nous sur le stand et on a un grand plaisir à vous recevoir. Je laisse Jean. Merci à vous tous et puis n'hésitez pas. Maintenant, demain, après-demain et après, on est à votre disposition. Merci à vous tous.